Le web 2, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que c'est un web participatif. Donc ça veut dire que nous tous, on est des utilisateurs et on n'a pas forcément de connaissances informatiques, mais on peut proposer du contenu en fait sur internet. Donc notamment grâce aux réseaux sociaux avec l'arrivée en 2004 de Facebook. Et donc ces plateformes, YouTube, Facebook, TikTok et autres, c'est des plateformes qui sont dites centralisées, puisqu'elles centralisent le contenu, elles centralisent aussi vos données personnelles, votre temps d'attention qu'elle va vendre via des campagnes publicitaires à des annonceurs. Et donc, mais c'est aussi le cas pour du Netflix ou du Spotify qui conservent également la data pour alimenter des algorithmes. Donc, toutes ces plateformes sont des incroyables plateformes de diffusion. Ça nous permet d'avoir facilement accès à tous ces contenus, mais on joue sur leur terrain de jeu, donc avec leurs règles du jeu. Donc, ça signifie que en tant qu'utilisateur, on accepte de finalement que notre data soit exploitée. Et en tant que créateur, on accepte aussi que notre contenu, nos œuvres, elles soient elles aussi exploitées. Puisque, et ça, ce notamment par de l'espace publicitaire, puisque avant de regarder une vidéo, par exemple sur YouTube, on a le droit à une pub. Donc à la limite sur YouTube, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes, ils partagent ce revenu avec le créateur de la vidéo en question. Heu, pour autant, le créateur, il n'a pas la possibilité de négocier ce pourcentage qu'il reçoit, qui va varier en fonction des règles de la plateforme. Donc là, il y a des plateformes qui décident d'ailleurs de ne rien donner aux créateurs et ces règles, elles peuvent évoluer, à la baisse comme à la hausse. Donc souvent à la baisse d'ailleurs. Et en fait, c'est pareil pour les communautés. Les créateurs sur ces plateformes, elles centralisent, elles fédèrent des fans, une communauté de fans. Mais en fait, ces fans, contrairement à ce qu'on croit, elles n'appartiennent pas aux créateurs. Elles appartiennent bien à la plateforme. Si du jour au lendemain, la plateforme décide de bannir le créateur, en fait, il perd instantanément sa communauté, qu'il a mis énormément de temps à constituer, à fidéliser. En fait, un créateur ne peut avoir aucun lien avec sa communauté, avec ses fans en direct. Il n'y a accès finalement que via cette plateforme centralisée. Donc en fait, on touche du doigt ici, avec le Web 2, un peu toute la contrepartie de cette accessibilité, de toutes ces plateformes de diffusion. Et donc, ça donne une transition logique pour qu'il y ait l'apparition du Web 3. Un Web 3, ça va être un Web qui va être plus transparent. Ça va être un Internet sans intermédiaire pour reprendre finalement le contrôle de ce qui nous appartient sur nos données, donc un Internet décentralisé. Alors là, est-ce que j'arrive à faire passer mes slides? Oui, formidable, j'arrive. Donc le Web 3, c'est basé sur plusieurs piliers fondamentaux. Donc, je le disais, c'est un Internet décentralisé. Donc, ça veut dire qu'il est vérifiable parce que l'information, en fait, elle est plus stockée de manière opaque par des plateformes. Toutes les transactions sont complètement transparentes puisqu'elles sont inscrites sur la blockchain. Donc, bien sûr, c'est complètement anonymisé, mais tout est traçable. C'est également immuable. Une fois que c'est inscrit sur la blockchain, c'est impossible de modifier ou de supprimer cette information. Toutes les transactions, elles sont régies par ce qu'on appelle des smart contracts. En fait, un smart contract, ça veut dire que c'est un programme informatique, on va coder sur la blockchain. C'est un programme qui est inviolable et qui s'exécute automatiquement, donc sur un réseau blockchain, lorsque certaines conditions prédéfinies dans ce contrat sont remplies. Et c'est surtout un internet, en fait, qui va être sans intermédiaire. Donc ça signifie qu'on s'affranchit complètement du tiers de confiance. Exemple, tout bête dans notre quotidien, je fais un virement de mon compte à un autre compte, je dois passer par un tiers de confiance, une banque. Si la personne en face me demande de lui fournir une preuve que j'ai bien fait, mon virement, en fait, c'est la banque qui va me délivrer, c'est ce tiers de confiance qui va me délivrer cette preuve, ce qui confirme bien au destinataire que j'ai effectué le virement, même s'il ne l'a pas encore reçu, puisque, il y a un temps de latence entre le virement et le moment où il le reçoit. Donc non seulement la technologie Web 3 nous permet de ne plus avoir besoin de ce tiers de confiance, mais en plus c'est immédiat. En fait, le destinataire, il voit immédiatement le montant de ce virement qui est fait, qui va apparaître sur son wallet. Son wallet, c'est juste son adresse, en fait, l'adresse de son portefeuille numérique. Donc, c'est une suite de 26 à 35 caractères constitués de chiffres et de lettres. Bref, c'est un IBAN, quoi. C'est vraiment son adresse à lui qui va lui permettre de voir tout ça.
Et donc, en gros, on est vraiment dans une évolution finalement de la confiance. Avant, on faisait confiance à notre entourage, donc c'était vraiment ce qui était tangible, qui était en face de nous, c'est notre entourage qui nous rassurait. Ensuite, on est passé à ces tiers de confiance, donc des institutions. Et aujourd'hui, avec le Web3, on rentre dans une nouvelle ère. On rentre dans une ère où on va reprendre le pouvoir, le contrôle et l'ownership. Donc vous allez me dire, c'est bien sympa mes histoires de banques et compagnie, mais c'est quoi le rapport avec le contenu? Comment cette techno, elle peut avoir un impact dans le contenu? Alors, c'est pas nouveau, la technologie, ça a continuellement remodelé les industries culturelles. Donc la révolution numérique, par exemple, ça a transformé les outils de création et de distribution du contenu. On est passé du vinyle au streaming, de la cassette VHS à Netflix. Et donc évidemment, ces changements, qu'est-ce que ça a eu comme impact? C'est majeur en fait quant à l'accessibilité et à la consommation de ce contenu. On a maintenant accès à du contenu en masse, partout, tout le temps, toujours plus de contenu. Et en fait, il faut répondre à cette demande accrue de contenu. Cette abondance de contenu, elle n'est pas nouvelle, hein, ça fait 20 ans qu'on assiste à une profusion de contenu, mais là, ça s'accélère encore plus avec cette techno. Là, si on prend juste l'IA, l'IA, en un an et demi, a généré 15 milliards d'images. 15 milliards. Il a fallu 149 ans à la photographie pour faire la même chose. Donc tout va vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Mais ces 15 milliards de photos, finalement, elles représentent que 1% du total des photos qui ont été téléchargées sur Facebook. Et ce ratio, il est encore plus important dans la vidéo, hein. Donc en fait, ce qu'on se rend compte ici avec toute cette évolution de la techno, c'est que les robots, finalement, ils vont satisfaire cette boulimie de contenu. On est vraiment dans un moment où cette abondance et cette boulimie de contenu, elle est monstrueuse, mais en fait, du coup, la techno y répond. Mais en fait, les créateurs, les vrais créateurs de contenu, les artistes qui refusent ce formatage du contenu, des copier-coller, qui doivent juste satisfaire des algorithmes, la seule manière d'y échapper, de ne pas asphyxier la création, c'est la décentralisation. C'est bel et bien le Web3 qui va être la réponse à tout ça. Parce que faut bien se remettre quand même dans un moment logique et pragmatique en fait de cette consommation du contenu, c'est que l'industrie culturelle, elle n'a pas toujours été dictée par la demande du marché. Les contenus, ils prenaient vie par l'offre. Des chefs-d'œuvre de Mozart, de Zola ou des Beatles, ils n'ont pas été créés pour satisfaire un algorithme. Ces artistes, ils ont donné vie à leur création en s'appuyant bel et bien sur leur passion, leur vision, leur univers en fait. Donc, la question aujourd'hui, malheureusement, elle se pose dans d'autres termes. C'est est-ce qu'il existe encore un modèle économique qui soit viable pour tous les artistes euh, dans cette boulimie de contenu. Et en fait, il faut bien voir que le marché il est colossal. Là, on va passer sur une partie du modèle économique, parce que c'est quand même un des points centraux pour que ces artistes ils puissent vivre, ils puissent créer, il faut qu'ils puissent en vivre en fait. Et finalement, on le voit, la valeur qui est créée par l'industrie du copyright, c'est 2000 milliards de dollars. Le marché, il est colossal, il est là, mais finalement, les auteurs et les autrices n'en touchent que 6%. On ne trouve pas ça complètement juste, hein. 6%, c'est qui du coup les grands gagnants en fait de ce marché? Ce sont les intermédiaires. Et finalement, ces intermédiaires, ils captent plus de 90% de la valeur. Et en fait, c'est capturé par des plateformes, des régies pubs, des agences créa. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils apportent en plus comme valeur au contenu? Est-ce que Let It Be soit distribué sur Spotify, ça donne à Let It Be un titre qui est plus fort. Un bon contenu, c'est un contenu qui est bon intrinsèquement, en fait. C'est pas celui qui a une jolie pub dans le métro ou qui est bien distribué. C'est celui qu'on va conseiller à notre entourage, à nos amis, à notre famille, parce qu'il nous a procuré en fait réellement des émotions. Et du coup, on veut le partager, cette découverte, on veut la partager au plus grand nombre. On veut qu'un maximum de personnes puissent en profiter, parce que c'est ça, la culture, c'est aussi dans le partage de ces univers. Et du coup, si on se concentre vraiment sur les personnes qui créent de la valeur, qui apportent de la valeur au contenu, assez basiquement, évidemment, ça va être l'auteur et l'autrice, le créateur du contenu qui est à l'origine, mais en fait, ça va être aussi le public.
Parce que ce public, c'est pas juste un consommateur, nous tous, on n'est pas des consommateurs passifs, on contribue activement à augmenter la valeur d'une œuvre. Heu et ça, c'est vrai que ça demande un changement de paradigme parce que, un film qui est regardé par 10 000 personnes, il n'a pas finalement la même valeur monétaire, hein, qu'un film qui a captivé 1 million de spectateurs. Donc en fait, il faut bien voir que la technologie, blockchain, elle offre aujourd'hui la possibilité de relier directement les créateurs et les créatrices et leur communauté. Et ça, alors évidemment, je ne parle pas des tendances éphémères là, qu'on a pu voir avec le Web3 sur la spéculation, des NFT. On a rapidement vu quand même les limites de ce modèle et surtout la nécessité d'une approche qui soit pérenne et durable quoi, pour les créateurs et pour tout le monde. Et grâce au Web3, il faut qu'on change notre perspective. Finalement, on ne va plus parler de public, mais on parle de communauté. On ne parle plus d'utilisateurs, mais on parle de propriétaires. Et en fait, les wallets, dont j'ai parlé plus tôt, elles assurent la sécurité de toutes ces transactions. Donc alors, vous allez me dire, c'est très conceptuel tout ça, donc comment est-ce que ça se concrétise? Donc je vous le disais rapidement en intro, aujourd'hui on a lancé FRAC, qui est un protocole DeFi. Donc la DeFi, c'est de la Decentralized Finance, donc de la finance décentralisée. Donc en fait, c'est un protocole qui utilise des smart contracts. Donc, les smart contracts, je vous ai expliqué ce que c'était. Ces smart contracts, en fait, on les a codés de telle manière qu'ils peuvent capturer la valeur qui est générée pour chaque minute de contenu consommé ou partagé avec d'autres personnes. Parce qu'on l'a dit, en fait, c'est que la communauté, elle participe activement à la création de valeur en consommant et en partageant du contenu. Donc la communauté, finalement, elle devient distributeur de ce contenu. C'est comme si je vous disais, en achetant une place de cinéma, quand vous allez au cinéma, on participe à cette création de valeur. C'est mon exemple de tout à l'heure, un film qui fait 10 000 entrées ou qui en fait 1 million, ça ne va pas avoir la même valeur. Qu'en fait, ce ticket, il a réellement une valeur puisqu'on a investi finalement dans ce film qu'on est allé voir. Et bien, si on pouvait remercier, on pouvait récompenser le spectateur pour cet achat, d'une part, et puis après, finalement, qu'avec ce ticket, il avait la possibilité de revendre sa place. Il deviendrait lui-même distributeur de cette valeur. Et en fait, cette valeur, du coup, nous, comment est-ce que on le gère? C'est une valeur qui est créée, du coup, par la consommation et le partage de la communauté. Et en fait, elle est matérialisée par un token. Donc, le token qui s'appelle du FRAC, du FRK. Et en fait, ces tokens, ils servent donc à récompenser et sont redistribués entre les parties prenantes. Donc, à savoir les créateurs, ce qui leur offre un modèle économique qui est viable en leur offrant des revenus supplémentaires en fait par rapport à ça, le consommateur du contenu, la communauté du créateur, et en gros tous ceux qui ont joué un rôle dans le partage du contenu, puisqu'ils ont participé à la création de valeur. Donc en fait, FRAC, c'est un mécanisme en fait qui non seulement récompense la communauté pour son engagement, mais l'incite également à promouvoir la distribution du contenu par le biais du partage. Et ça, forcément, ça amplifie sa portée et son impact. Donc cette approche qui est assez innovante parce qu'en fait, on embarque finalement la communauté pour la première fois dans le paradigme en fait, du modèle économique. Nous, on l'appelle crowd spreading parce que finalement, on crée un écosystème dans lequel la communauté est intéressée au succès du contenu. Donc ça veut dire qu'on va favoriser en fait une culture de collaboration et de croissance mutuelle. On aligne les intérêts des créateurs et des communautés. Et en fait, ce token, après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce qui s'appelle un utility token. Donc, il a une utilité, ce token, puisqu'il peut être utilisé donc, par les annonceurs, justement, pour investir dans des campagnes marketing. Il peut être utilisé également par les communautés. Ils peuvent investir également dans leur contenu favori, puisque cet investissement va leur permettre de gagner plus au fur et à mesure qu'ils s'y engagent. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un cercle virtueux pour continuer à participer à cette création de valeur. Et ce système, en fait, il fonctionne aussi bien d'ailleurs pour du contenu premium que pour du contenu gratuit, puisqu'on peut aussi dépenser ces tokens pour débloquer des contenus premium.
Donc voilà, donc en fait, aujourd'hui, on arrive vraiment grâce au Web3 à quelque chose de beaucoup plus équitable dans le partage de la valeur. Heu et en fait, pour conclure, moi, je suis personnellement convaincue évidemment que cette technologie blockchain, elle deviendra cruciale pour changer la façon dont le contenu est distribué et consommé et permet en fait de créer une économie viable, pour qu'on ait un vrai cercle virtueux entre les créateurs et leur communauté. Voilà, une fois encore, je suis vraiment désolée pour, tous les problèmes techniques qu'on a pu avoir. J'ai essayé de speeder un peu pour, voilà, pour qu'on reste à peu près dans les temps, tout en vous laissant un petit peu de temps si vous aviez des questions. Merci Virginie, hein, et bravo pour l'intervention qui était quand même pas évidente. Je ne sais pas si on m'entend, mais donc là, il y a une question de l'audience. Dans votre titre, Virginie, vous parlez de créateur, mais pas de créateur d'entreprise. Est-ce qu'on parle bien de créateur de contenu ici? Oui, tout à fait, on parle vraiment de l'industrie culturelle, de la création de contenu et donc voilà, de la, des créateurs de contenu et donc de toute l'industrie du copyright, des auteurs, des autrices, des des artistes. Oui, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Et ben, Où peut-on trouver plus d'informations sur Frac, qui s'écrit avec un K à la fin d'ailleurs? hop. Oui, bien sûr. Alors, on a un site qui s'appelle donc frac.io, .id, pardon. Comment est-ce qu'on utilise Frac? En fait, c'est une extension, donc on peut télécharger l'extension Frac, sur Google Chrome. Extension sur le store, tout simplement, puisque cette extension, en fait, c'est l'outil qui permet qu'on puisse, vous récompenser au fur et à mesure. Donc là, aujourd'hui, c'est plugué avec YouTube. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez regarder des vidéos sur YouTube, et ben, vous allez être récompensé, en fait, pour, chaque minute que vous allez avoir regardé, puisque à chaque minute que vous y passez, vous contribuez à apporter de la valeur. Donc voilà, vous aurez accès également, au dashboard. Donc là, vous envoyez une image, sur l'écran à gauche, pour avoir, voilà, toutes les informations. Sur le site internet, vous aurez également, accès au white paper qui détaille la totalité, du protocole, FRAC, sachant que FRAC est open source. Donc, vous avez, accès à la totalité, du développement de FRAC. Et voilà, pour avoir les premières informations et après sur les réseaux sociaux évidemment de FRAC. Mais voilà, le plus simple en tout cas pour, les premiers pas avec FRAC, c'est peut-être de télécharger l'extension. Alors, nouvelle question. Étant une startup du Web3, comment contacter vos équipes décisionnaires ou dirigeants? Alors moi je suis cofondatrice en fait de FRAC, donc vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Vous me trouvez sur LinkedIn, Virginie Maire. Excusez-moi, où est-ce qu'on peut utiliser Frac? Alors, Frac, donc comme je vous le disais, c'est une extension, donc il faut télécharger l'extension et donc aujourd'hui, c'est plugué à YouTube. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir être récompensé au fur et à mesure de votre visionnage sur YouTube. C'est également disponible avec Sibel, puisque on a aussi Sibel, la plateforme de podcast. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez consommer du podcast aussi sur Sibel, vous allez être récompensé pour ça. Et puis très prochainement, on est encore en MVP en fait sur Frac. Donc on vient d'être lancé, on vient de se lancer et donc bientôt il y aura évidemment d'autres providers sur lesquels Frac sera compatible. Moi, j'ai peut-être une question, j'en profite. Pour Sibel, la crypto-monnaie n'existait pas, du coup, il n'y avait pas encore l'équivalent de Frac. Non. Comment vous monétisiez justement l'engagement ou comment vous redistribuez la Alors valeur Sibel, c'est une plateforme de podcast par abonnement. Ok.
Donc en fait, c'était un système tout à fait classique, qu'on redistribue 70% de l'abonnement aux créateurs, aux podcasteurs. Donc vraiment toujours avec cette volonté, et ça c'est vraiment un fil rouge dans notre carrière avec mon cofondateur. Ça fait 10 ans, ça fait la troisième boîte qu'on fait ensemble. Et le fil rouge, c'est vraiment d'apporter des modèles économiques à la création, de financer la création et comment est-ce qu'on peut aider en fait la création et Il y les a créateurs surtout. une nouvelle question. Est-ce que le partage de contenu grâce au Web3 est soumis aux mêmes réglementations concernant le copyright? Alors, très intéressant. En fait, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que le partage du contenu, quand on réutilisation d'images ou d'autres contenus. En fait, le Web3, ça permet justement de ne pas se retrouver avec du plagiat de nos contenus, puisque, une fois encore, comme je le disais, le Web3, c'est inscrit sur la blockchain de manière immuable, inviolable, et en fait, ça ne pourra jamais changer. Donc, ça veut dire que le propriétaire, en fait, du contenu, il est traçable, en fait. On sait toujours à qui appartient le contenu à l'origine. Le contenu peut être vendu, cédé, et donc ça, c'est uniquement le propriétaire de ce contenu, donc souvent le créateur de ce contenu, qui peut en décider. Et donc cette transaction, une fois encore, elle sera inscrite de manière immuable sur la blockchain. Et donc, c'est ce que je disais, sans faire appel à un tiers de confiance qui va témoigner que, je sais pas, c'est comme quand je vous vends ma maison, il faut passer devant un notaire qui dit oui, c'est vrai, cette maison, elle vous appartient bien, et bah, du coup, maintenant, elle va bien appartenir à cette nouvelle personne. Et ben donc là, on s'est affranchi en fait de ce tiers de confiance. C'est sur la blockchain, et donc en fait, il faut voir la blockchain comme un énorme registre qui est inviolable, qu'on ne peut pas bouger. En fait, ça restera dessus. En fait. Donc, il y a une dernière question sur si le contenu est créé en partie avec une IA. Est-ce que ça change quelque chose Alors, en termes de réglementation? l'IA, il faut bien voir que l'IA n'est autre qu'une techno qui, derrière, s'il n'y a pas un humain en fait, qui génère une image, qui génère un texte, qui génère quoi que ce soit, ça ne peut pas exister en fait. Donc, en fait, ça permet malgré tout que ce contenu-là, en fait, il soit arrivé de la part d'une personne physique, en fait, il soit revendiqué par cette personne. Et dernière question, les artistes plasticiens qui ont des communautés peuvent-ils obtenir des fracs? Les artistes plasticiens, j'imagine physiques. euh, Est-ce qu'il serait possible pardon, d'expliciter j'ai pas compris la plasticien? question. Grâce à des formes plastiques. Pardon? C'est un créateur qui conçoit des œuvres d'art grâce à des formes plastiques. D'accord. Physique. Oui, donc c'est physique. Donc effectivement, là, on n'est pas dans le digital, du coup. Donc on est sur des œuvres physiques. En fait, il peut avoir des propriétés qui sont liées à ces œuvres-là, et donc qu'on peut inscrire sur la blockchain. Donc ça peut être lié effectivement à une fois qu'on a numérisé cette œuvre, qu'on en a créé un visuel, qu'on a pris une photo en fait, pour en tenir en fait pour bien s'assurer de la paternité de l'œuvre en question. Je pense qu'on va s'arrêter là, sauf s'il y a peut-être une dernière question, mais on a un peu débordé. Bon, en même temps, légitimement. Merci à tous. Merci à toutes les questions qui ont été posées. On voit que malgré tout, l'audience était là. Désolée pour les problèmes techniques. Et vous pouvez retrouver Virginie sur ces différents réseaux et la contacter si vous avez plus de questions. Avec grand plaisir pour poursuivre ces discussions sur les réseaux. Ou si vous êtes au salon, physiquement, je vais me balader. Encore mieux. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup.